Dino Buzzati, Voyage aux enfers du siècle, partie 5. Les solitudes. Quelles étranges maisons, là-bas en enfer, où on m'avait logé. Ce que l'on voyait par devant était très beau. La neige tombait avec allégresse pour la veillée de Noël au milieu des lumières, des girandoles, des allées et venues, des merveilleuses guirlandes de saucisses et de tous ces petits machins brillants. Évidemment, vu de loin comme ça, on ne distinguait pas bien les visages, s'ils étaient joyeux ou non. Mais le mouvement, l'agitation, la fièvre, ça oui. Sur le rebord d'une fenêtre, un chat s'étirait en somnolant au doux et jeune blanc soleil de mai. 10 heures du matin, si propice aux représentants en économie dans les vestibules solennels et bien astiqués des établissements bancaires où pénétrèrent les rayons obliques du soleil dans les volutes de fumée bleuâtre des Marlboro ou pire avec filtre. Et le crépuscule d'octobre, qu'est-ce que vous en dites? Le ciel est d'un bleu profond et le soleil frappe languissant sur les baies et les gratte-ciel d'aluminium flambant neufs, tandis que la réouverture des universités donne cette sensation de grande aventure qui commence, et elle qui l'attend, à contre-jour dans le jardin déjà dépouillé, emmitouflé dans son cher manteau de fourrure. Ou encore l'aube vert prusse, complètement lavé par le vent qui fait grincer les enseignes dans les ruelles du port et froncer les petites vagues irritées, les sirènes gutturales, l'agitation des ombres, le mugissement vert des parcs, l'envie de travailler. Ou du moins c'est ce qu'il semble, vu de loin. C'est ce qu'il semble. Mais il existe aussi l'autre côté de la maison, l'intérieur, les viscères, les boyaux, les secrets de l'homme. De l'autre côté, où il n'y a ni Noël, ni soleil de mai, ni aube de cristal, mais une lumière d'un gris crayeux, uniforme, qui s'engloutit dans la cour, à 2h30, 2h45 de l'après-midi, oui, cela pourrait être les flasques 14h40 d'un tiède et indolent dimanche maudit. Vous voyez, là, juste au-dessous, dans le mur de gauche, cette encoignure où la lumière a du mal à pénétrer, cette rangée de fenêtres mystérieuses. Là se terrent des êtres humains qui ont l'illusion de ne pas être vus. Dehors, dans la rue, l'animation, la circulation, l'argent, l'énergie, la luxure, la bataille tumultueuse. Ici, dans la cour des immeubles en copropriété, les solitudes arides, les nôtres, les vôtres. La fenêtre du 9e étage est ouverte trop près de moi. Une espèce de cagibi où se trouve un petit garçon. Il doit avoir dans les 6 ans. Il est laid, assis par terre, bien habillé, immobile au milieu de morceaux de jouets démantibulés, d'animaux en peluche, de pantins. Le père est à son travail, la mère est dans la pièce à côté, avec quelqu'un. Maintenant, le voilà qui se lève lentement avec un sérieux effrayant, et il se dirige vers la porte. Vu de dos, il a au moins 58 ans. Petit vieux, il sera tel quel. Il saisit la poignée, la tourne, pousse, mais le bâton ne s'ouvre pas. On l'a enfermé de l'extérieur. « Maman! Maman !» crie-t-il alors, mais juste 2 fois. Sérieux comme un pape, il revient au milieu de la pièce, soulève un joujou quelconque qu'on ne distingue pas bien d'où je suis. Sans entrain, il le laisse retomber. Il s'assoit de nouveau, les jambes écartées avec cette facilité qu'ont les enfants. Il ne regarde même pas la fenêtre, il sait que c'est inutile. Mais par contre, il regarde fixement dans un coin qu'on ne peut voir d'ici. Et puis il a une petite exclamation aiguë et amusée qui ressemble à « Oui! Oui !» Et puis de nouveau le silence. Ses menottes s'ouvrent et se referment sur le linoléum qui recouvre le parterre comme pour saisir quelque chose qui n'y se trouve pas, et il sanglote doucement. 8e étage. Grand studio, machines électroniques, l'homme est assis à son bureau, le stylo à la main pour corriger un rapport manuscrit, mais la plume ne bouge pas. Il a 45 ans, de petites moustaches et des lunettes, il est riche, habitué à commander. Le siège de la secrétaire est vide, les coursiers sont partis, les fiduciaires des consortiums, les conseillers, délégués, les représentants des Amériques, les banquiers, les plénipotentiaires, le soir est venu. Passé l'heure, personne, en fait, n'a plus besoin de lui. Fatigué, les 5 téléphones noirs se taisent. L'homme les regarde, anxieux, avec une soif indéfinissable et profonde car les choses grandes, puissantes, solides et enviées qu'il possède ne lui suffisent pas. Besoin de liberté, de folie, de jeunesse, d'amour. Le soir descend, le soir est descendu et je vois l'homme important, compétent et redouté,
Je le vois qui prend un à un les 5 téléphones noirs, les pose sur ses genoux et les caresse comme de gros chats sournois et égoïstes. Raisonnez, appelez, importunez-moi, ô mes fidèles compagnons de tant de batailles, mais ne me parlez pas seulement de commandes, de chiffres, de traites, ne serait-ce qu'une seule fois parlez-moi d'autre chose, de choses frivoles. Mais aucun des 5 matous ne bouge, dur, hermétique, muet, aucun ne répond aux sollicitations des mains inaccessibles et usées. Dehors, dans le vaste royaume au-delà des 4 murs, tous certes le connaissent et savent son nom, mais maintenant que la terrible nuit va venir, il n'y en a pas un qui le cherche, l'appelle, pas une femme, pas le moindre gueux, pas un chien, ils n'ont plus besoin de lui. 7e étage. On entrevoit à peine 2 pieds nus, abandonnés et immobiles comme ceux d'un petit Christ après la déposition de croix. Maintenant que la famille et les relations sont partis à leurs affaires respectives, ainsi que les commères, les amis, le brave Don Gervasoni, le curé de la paroisse, le directeur de l'école, la maîtresse, le médecin légiste, le commissaire de police, le fleuriste, le sombre entrepreneur, les camarades de classe venus en délégation, maintenant que la maison est vide et que tous ceux qui 10 minutes auparavant s'y trouvaient avec leur pitié, leurs larmes, leurs sanglots, sont désormais repartis à leur affaire, pleins de vie, et qu'ils bavardent, rient, fument, mangent des gâteaux à la crème, maintenant que le calme est revenu, la femme se met à laver son enfant mort pour qu'il s'en aille tout propre. C'est un camion qui l'a tué, c'est une barque qui l'a noyé, c'est un train qui, c'est une digue. Le drame a suscité une grande émotion. La radio et les journaux en ont parlé, mais 24 heures ont passé, et c'est déjà loin. Oui, il faut un petit linge bien doux, de l'eau tiède, du talc et de l'amour. Personne ne viendra la déranger, l'interrompre. Oh non, ils ont autre chose en tête maintenant. Par moments, j'entends sa voix qui monte. Ce ne sont pas des gémissements et des lamentations, mais une sorte de monologue tranquille comme en font chaque jour les mamans. Eh bien, tu n'es qu'un petit cochon. Regarde-moi ces oreilles toutes noires et ce cou. Si je n'étais pas là, tu serais jolie. Oui, pour aller à l'école. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, mon pouetto? Tu te laisses faire bien gentiment, tu ne protestes pas, tu ne cries pas. Oh oui, tu es un bon petit garçon ce matin. Et puis soudain, le bruit d'une chute lourde. Un grand silence en forme de monstre avec une queue qui n'en finit plus. En dessous, au 6e, quelqu'un est en train de laver. Agenouillé sur le carrelage, l'homme frotte pour faire disparaître une tache ovale. D'en haut, on ne peut pas le voir, seulement ses mains qui frottent avec acharnement dans un mouvement circulaire. Un transistor est allumé dans la pièce. Tout en crachant et en sifflant, il diffuse une musique swing. Une tache allongée et brunâtre, couleur de sang, dirait-on. Mais voici que les 2 mains disparaissent, abandonnant la serpillière, et l'homme s'approche de la fenêtre. C'est un garçon sur la trentaine, solide, sain, sportif, avec des rouflaquettes. Il regarde tout autour de lui, allume une cigarette, sourit, l'image même de la tranquillité. Il n'est rien arrivé du tout. Une maison respectable et irréprochable. Il fume, tirant de lentes bouffées. Pourquoi diantre devrait-il se presser? Il jette son mégot, se retire. La petite braise incandescente se perd dans les sombres profondeurs avec une trajectoire gracieuse. Et puis, dans le jour qui baisse, à nouveau ses 2 mains frottent furieusement. Et la tache devient de plus en plus noire. Elle s'allonge, s'élargit, se gonfle victorieuse au rythme strident d'une danse, d'un surf, d'une samba, d'un monde lointain, où jamais plus il ne retournera, lui. Au 5e étage, le dernier, où de l'endroit où je suis placé je puisse voir quelque chose, il y avait aussi un homme. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il existait vraiment. Il était là. La lumière morte du puits d'aération s'éclipsait, comme le garçon décrépit du vieux café une fois le dernier client parti. Je le voyais du haut en bas, dans une perspective presque verticale. Il était debout, immobile, naufragé perdu dans la mer hostile et sombre qui le cernait d'infini. Je voyais son dos, un peu voûté, le dessus de son crâne, ses cheveux, courts et gris, debout comme s'il était de garde à vous. Devant qui? Je le voyais, je le regardais, et soudain je le reconnus à la courbure caractéristique de sa nuque. Mon vieux camarade, lui! Combien d'années nous avions passé ensemble, les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes épanchements, les mêmes désespoirs.
Nous étions des amis extraordinairement intimes, bien qu'il eût un physique plutôt ingrat, et pendant des années j'avais éprouvé une grande affection pour lui. Il se tenait en ce moment devant son miroir, droit et voûté, orgueilleux et battu, maître et serviteur, avec cette vilaine patte d'oie au coin de la paupière. Mais pourquoi aussi immobile? Qu'y avait-il? Quel souvenir? Ou bien la vieille blessure humiliante qui, de temps en temps, se rouvre, ou le remords, ou la pensée d'avoir tout gâché, ou les amis perdus, ou les regrets? Regrets de quoi? De la jeunesse enfuie par hasard? Mais s'il s'en fiche, lui, de la jeunesse ne lui a apporté que des ennuis et des tristesses. Il s'en fiche bien, lui. Ah, il a tout ce qu'un homme peut honnêtement désirer, lui. Non, rectification, pas complètement tout, quelque chose seulement, à vrai dire, ou plutôt rien maintenant s'il y pense bien. C'est alors que je l'appelai en me penchant à la fenêtre. « Eh, bonjour !» dis-je, parce que c'était un vieil ami. Mais lui ne se retourna même pas. De la main droite il fit un signe comme pour dire « Allez, allez !» Alors zut, adieu. Habillé en gris, un stylo et un pic dans la poche intérieure de son veston, la nuque plutôt décharnée. Et il fallait voir comme il cherchait encore à crâner et à plastronner, les mains sur les hanches, l'imbécile. Et il souriait encore. C'était moi. Après quoi, à ma grande surprise, l'étage en dessous s'ouvrit tout grand. Éclairée au néon, une grande salle dont je n'apercevais pas la fin, pleine à craquer de gens. Au moins, ceux-là ne sont pas seuls, pensai-je. C'était une réception, c'était un concert, un cocktail, une conférence, une assemblée, une réunion. La salle était comble, mais ils continuaient à arriver, et ils s'entassaient les uns contre les autres. Je m'aperçus que je m'y trouvais moi aussi, descendu de l'étage du dessus. Je reconnus une quantité de personnes, les camarades de travail avec lesquels on vit coude à coude pendant des dizaines d'années sans jamais savoir ce qu'ils sont. Les colocataires qui, depuis des dizaines d'années, dorment chaque nuit de l'autre côté de la cloison, à 50 centimètres de notre lit, et dont nous entendons même la respiration, mais dont nous ne saurons jamais qui ils sont. Il y avait même notre médecin, notre droguiste, le garagiste, la marchande de journaux, la concierge, le garçon de café que pendant des dizaines d'années nous rencontrons chaque jour et à qui nous adressons la parole, et pourtant nous ne savons pas, nous ne saurons jamais ce qu'ils sont. Maintenant ils étaient comprimés dans la foule les uns contre les autres, ils se fixaient avec des yeux atones. Personne ne se reconnaissait. Aussi, quand le pianiste attaqua l'Appassionata, quand le conférencier dit « Et soudain !» quand le valet servit le martini, tous eurent un mouvement de la bouche, comme des poissons mourants, comme s'ils imploraient un peu d'air, un gramme au moins de cette chose d'un mauvais goût atroce qu'il s'appelle pitié, amour. Mais personne ne se libérait. Personne n'était capable de sortir de la cage de fer où ils se trouvaient enfermés depuis leur naissance, de cette stupide boîte d'orgueil qu'est la vie. Fin de la partie 5.